quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté, quelque chose de bleu. Malgré tout, j'avais l'impression que ça n'allait pas me porter chance. Les grandes portes s'ouvrirent et je fus inondée de lumière. Tous les regards se tournèrent vers moi, probablement parce que je portais une robe blanche et un voile. Je parcourus l'allée au ralenti en tentant de suivre le rythme de la musique, même si je détestais les gens qui marchaient trop lentement. Heureusement, personne ne tenta de me dépasser. Ma robe était assez longue pour cacher le fait que je portais des espadrilles blanches. Mon père n'était pas à mes côtés. J'avais parcouru ce chemin seul et je détestais l'idée que la femme soit un objet qui passait des bras de son père à ceux de son mari. Je n'appartenais qu'à moi. Ma mère, assise à l'avant, pleurait bruyamment à chaudes larmes sans qu'on puisse savoir si elle était triste ou émue. Elle adorait attirer l'attention sur elle alors que ça devait être mon moment. J'arrivais au bout de l'allée pour rejoindre mon fiancé. Il saisit ma main et y déposa un baiser pour me rassurer. Si j'avais pu, je me serais mariée seule à l'hôtel de ville sans devoir dépenser autant d'argent pour rassembler tous ces gens, mais il tenait à ce que je vive cette expérience unique de cérémonie de mariage puisque ça n'arrive qu'une seule fois. Du moins, chaque couple l'espère. Mes parents m'avaient dit la même chose à propos de mon bal de finissant et je l'avais toujours regretté. Je voulais passer à travers cela le plus rapidement possible. Je me réjouis à l'idée que mon meilleur ami avait suivi une formation de 3 soirs pour présider la cérémonie. Il me rassura avec un clin d'œil signifiant que lui aussi aurait aimé être ailleurs. On commença le blabla de pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je n'aimais pas l'engagement. J'étais plus fidèle quand je ne me sentais pas prisonnière. C'était en me laissant aller qu'il me permettait de revenir chaque jour vers lui. Je ne voulais pas que l'on s'aime par nos vœux, je voulais que l'on s'aime par nos actions. La preuve de mon amour, j'endurais toutes ces traditions absurdes pour lui. On se surprit à dire oui, je le veux en même temps. Vint enfin le moment où que j'attendais. Vous pouvez embrasser la mariée. Ou devrais-je dire, vous pouvez embrasser la mariée. Non, embarrasser, excusez. J'ai mal compris. Il souleva mon voile, mais c'est son apparence à lui qui me fut révélée. Je me retrouvais face à moi-même, une personne en complet qui possédait mon propre visage encadré de cheveux courts. Je me reconnus en lui, ou plutôt en elle, comme une autre version de moi que j'avais toujours fui. Je me figeais de stupeur. Elle s'approcha de moi et posa ses lèvres sur les miennes afin de sceller notre union dans un baiser. Tous les gens dans la salle se levèrent et applaudirent. J'étais condamnée à rester seule pour l'éternité. Il y a des milliers d'années, on disait que les humains étaient à l'origine constitués de 4 bras, 4 jambes, 2 sexes et un visage à 2 faces. Dieu, craignant qu'ils ne deviennent trop puissants, les avait coupés en deux afin de les condamner à passer le reste de leur vie à chercher la partie manquante d'eux-mêmes, leur âme sœur. Or, les scientifiques avaient finalement prouvé que ces conneries étaient vraies. Il y avait bel et bien sur Terre une personne qui nous complétait parfaitement avec qui nous étions destinés à passer le reste de notre vie. Pauvre elle. Chapitre 1. 15 ans plus tôt. Maman m'avait encore acheté des poupées Barbie. J'avais maintenant la maison, la cuisine, la chambre à coucher, la salle de bain, la garde-robe, la buanderie, la voiture, le salon de coiffure, le magasin de vêtements, l'animalerie, le spa et le kit de sirène dont les cheveux changent de couleur dans l'eau. Tout ce dont une femme a besoin pour être heureuse. Je ne savais toujours pas ce que j'étais censée en faire. Je passais mon temps à placer les ustensiles, les verres, les assiettes et les bols dans les armoires de cuisine de Barbie jusqu'à ce que je les accroche et fasse tout tomber. C'était toujours à recommencer. Ma mère m'encourageait en me disant que savoir faire le ménage était une grande qualité pour une femme. Je préférais entraîner Ken afin qu'il soit mon esclave et s'en occupe pour moi. Je ne savais pas pourquoi Barbie avait autant de vêtements. Je les avais tous bien classés par couleur et j'en avais compté 112. C'était absurde. Il n'y avait pas 112 raisons différentes pour porter des vêtements. Moi, je préférais porter la même chose. Un t-shirt jaune, une salopette en jeans bleus et des espadrilles blanches sans chaussettes. Je détestais porter des chaussettes. Maman avait cédé et avait fini par m'acheter cette tenue en 7 exemplaires pour qu'elle puisse avoir le temps de laver mes vêtements. Elle voulait que j'aie les cheveux longs et je voulais des cheveux courts, alors on s'était entendu pour que je prenne une paire de ciseaux en cachette pour avoir les cheveux courts. J'avais fait la même chose à mes poupées. Puisqu'aucun des vêtements de Barbie ne me plaisait, je préférais qu'elles soient nues. Ken aussi était nu. C'était plus simple comme ça. Pas d'étiquettes qui frottent sur leur nuque, pas de bobettes qui rentrent dans la craque des fesses, pas de talons hauts qui l'empêchaient de marcher. En plus, il n'avait pas de lavage à faire, donc pas besoin d'aller à la buanderie. Je remarquai qu'il manquait quelque chose au corps de Barbie et de Ken. Elle n'avait pas de vulve et il n'avait pas de pénis. En fait, ils avaient la même chose entre les jambes. Rien. Je ne savais pas comment ils faisaient pour faire pipi. Maman m'avait expliqué que le pénis et la vulve étaient des parties intimes et qu'il ne fallait surtout pas laisser quelqu'un d'autre les voir ou les toucher.
Si Barbie et Ken n'avaient pas des parties intimes, c'est qu'ils n'avaient rien à cacher. Il n'y avait aucune différence qui pouvait les séparer. J'aurais aimé être comme eux. Que faisaient les filles et les garçons quand ils jouaient ensemble? Moi, j'aimais me battre dans la cour de récré avec les garçons. C'est toujours moi qui gagnais. La foule m'encourageait, c'était comme un spectacle dont j'étais la vedette. Alors je pris le corps nu de Barbie et je le frappais contre le corps nu de Ken. Allez, Ken, prends ça! C'est ça que tu veux? Allez, je vais te faire crier! Ma mère m'enleva alors les poupées des mains. Lâche ça, Lou, tu m'agaces. Écoute la télé à la place. Lou, c'était moi. Dans l'incapacité de savoir s'ils auraient une fille ou un garçon, mes parents n'avaient pas pris de risque avec le prénom. Finalement, j'étais ce que mon papa appelait un garçon manqué. Je ne savais pas où j'avais raté mon coup. En tout cas, je n'étais pas comme les filles à la télé dans l'émission qu'écoutait maman. Une bande de filles sur la plage qui tentaient de deviner qui était leur âme sœur parmi une bande de gars en maillot de bain. Moi, si j'avais été à la plage, j'aurais préféré me baigner et construire des châteaux de sable. Ma mère était déjà en train de rhabiller les poupées. Elle-même avait une apparence plutôt modeste avec des vêtements qui recouvraient tout son corps en été comme en hiver. Cette fois-ci, elle avait un col roulé blanc, une longue jupe grise et des lunettes qui lui servaient davantage à paraître sévère qu'à mieux lire. Elle imposait la même chose à Barbie, tandis que Ken pouvait se contenter de vêtements plus courts et colorés. Ça me rappelait mon papa qui s'habillait avec des vêtements confortables et colorés comme s'il voulait toujours s'amuser. Lou, quand tu vas grandir, tu vas devoir apprendre que tu ne peux pas embrasser n'importe quel garçon comme ça. Je dois aussi embrasser les filles? Maman m'expliqua qu'un homme m'attendait. Cet homme allait vouloir être certain que je n'avais jamais aimé personne d'autre avant lui. Tu ne veux pas tromper ton futur mari avant même de l'avoir connu, hein, Lou? Selon elle, après avoir rencontré l'homme de ma vie, j'allais devoir lui tenir la main, puis lui donner un câlin, suivi de bisous sous la joue, et après quelques rendez-vous, j'allais peut-être pouvoir l'embrasser sous la bouche. Selon elle, l'amour valait la peine d'être attendu. Le problème était que je ne savais pas à quelle heure ni où le rejoindre, alors qu'il risquait d'attendre longtemps. Si tu as une tonne de bonbons, ne les mange pas tous tout de suite ou tu risques de devenir grosse. Mange-en un par jour et tu en auras assez pour le reste de ta vie. Je pourrais les partager avec Juju? Tu comprendras un jour. Ma maman me redonna les poupées qui portaient maintenant des cols roulés si serrés que leur tête était déformée. J'essayais de lui poser davantage de questions, mais elle monta le son de la télé pour ne plus m'entendre, même si on était rendu aux publicités. Je vis le docteur de l'amour pour la première fois, un homme qui portait un sarrau et un stéthoscope alors qu'il se trouvait plutôt dans un décor semblable à la télé-réalité qu'on écoutait, rempli de néons en forme de cœur et de coupes qui se bécotaient en arrière-plan. Ça n'avait pas l'air très sanitaire comme environnement. On l'appelle l'amour de notre vie pour une raison, commença le messieurs de la télévision. On veut passer toute notre existence à ses côtés. Alors pourquoi attendre de finalement les rencontrer pour être heureux? Avec le docteur de l'amour, vous pouvez rencontrer votre âme sœur à n'importe quel âge. Grâce à un simple test ADN, nous pourrons vous connecter avec des gens partout à travers le monde afin de trouver la personne qu'il vous faut. Notre banque de données s'étoffe chaque jour. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Prenez rendez-vous avec le docteur de l'amour dès aujourd'hui. Chapitre 2. Je pensais que prenez rendez-vous dès aujourd'hui n'était qu'une façon de parler, comme l'avait expliqué ma mère, mais pas cette fois-ci. Elle se rendit sur le site du docteur de l'amour et prit immédiatement rendez-vous avec lui. Ça semblait urgent. Elle n'avait pas été aussi pressée lorsque je m'étais cassé le bras le jour de ma fête. Le médecin lui dit que nous étions chanceuses puisque quelqu'un venait d'annuler son rendez-vous et qu'il n'y aurait plus d'autre place avant 3 mois. Maman ne prit pas 5 secondes pour attacher ma ceinture de sécurité dans la voiture et demanda à papa de prendre congé au travail pour nous rejoindre à la clinique. Papa dit à son patron que sa fille, moi, avait un problème médical. En chemin, je dis à mon père que c'était méchant de mentir, mais il me répondit que ce n'était pas un mensonge. On allait bien à la clinique pour régler un problème. La salle d'attente me plut. Il y avait des cœurs partout, des vidéos d'amoureux qui s'embrassaient, burk, et des calculatrices de l'amour qui montraient le pourcentage de compatibilité entre deux personnes. Il y avait également des photos de couples mariés, dont la plupart étaient encore adolescents avec la mention « Ils se sont rencontrés grâce à nous ». Maman me dit de ne pas toucher au parfum de phéromones à côté de moi parce que briser, c'est acheter. Mais je me retins de les jeter au sol pour pouvoir les ramener à la maison. Je remarquai tout de même qu'il n'y avait pas grand monde dans la salle d'attente pour un médecin qui devait être aussi occupé. Mon père me lança une pile de magazines à lire. Le premier montrait une femme très vieille, comme maman, et un homme plus jeune avec le titre « 25 ans de différence ». Les suivants proposaient des histoires comme « Ils étaient en fait cousins », son âme sœur est un des acteurs les mieux payés d'Hollywood ou « Marié dès la première rencontre ». La madame à l'accueil faisait beaucoup de bruit au téléphone en vantant les mérites du docteur de l'amour, ce qui m'empêcha de lire. Selon ce qu'elle disait, il y avait beaucoup de places de disponibles dans les prochains jours, contrairement à ce qu'elle avait dit à maman au téléphone. Louison Morin-Bouchard-Thibault-Soucy,
sans qui le monsieur a sa roue blanc. Mes parents, Loïs Morin-Bouchard et Jacques Thibault-Soucy, n'étaient jamais parvenus à se décider sur qui me donnerait son nom de famille et ne voulaient pas renier leurs propres parents, alors j'avais hérité de tous leurs noms, ce qui était assez commun dans ma génération. Quelqu'un dans ma classe avait 8 noms de famille. J'espérais ne pas avoir des enfants avec un gars qui avait autant de noms de famille que moi. En fait, j'espérais ne pas avoir d'enfants tout court. Tu n'es pas le monsieur de la télé, m'offusquai-je. Moi, je ne parlais pas aux inconnus. Le monsieur de la télé avait des cheveux noirs lichés par en arrière, des yeux bleus et de belles dents blanches, tandis que ce monsieur avait de cheveux gris, des lunettes et un gros nez. C'était de la fausse publicité. Maman rit comme si elle était gênée, mais mit sa main sur mon visage au lieu du sien. J'étais trop occupée à étudier la science de l'amour pendant que mon collègue était à la télévision. Je suis tout aussi bon que lui. Allez, viens dans mon bureau. Non, je suis pas les inconnus. Papa m'a toujours dit de ne pas suivre les inconnus. J'ai des bonbons. Ce fut assez pour convaincre papa et maman de les suivre dans son bureau. Clairement, ils étaient prêts à se faire kidnapper à n'importe quel moment. J'étais sur le point de m'enfuir lorsque maman me força à entrer dans la pièce avec eux. Ils étaient vraiment stupides. Au moins, c'était vrai que le monsieur avait des bonbons. Je rejoignis le monsieur bizarre dans son bureau et commençai à manger les cœurs à la cannelle sur la table, mais maman m'arrêta rapidement. Le docteur de l'amour s'adressa à elle. J'ai entendu dire qu'une jeune demoiselle avait pris rendez-vous aujourd'hui. Vous êtes bien Louison? C'est quoi, le monsieur était stupide? Ma maman était beaucoup trop vieille pour trouver l'amour, même qu'il était déjà à côté d'elle. Et elle rit quand même. Maman, tu m'avais toujours dit qu'il fallait pas se moquer des gens stupides. Oh, excusez-moi, je croyais que vous étiez sœur. Le monsieur n'était certainement pas assez intelligent pour avoir fait médecine. Il nous demanda pourquoi on était venu ici et maman lui raconta sa belle histoire d'amour avec mon père. Ils s'étaient rencontrés à l'université et dès le premier rendez-vous, ils avaient décidé de passer un test d'ADN pour être sûr de ne pas perdre leur temps. C'était une question d'essai et d'erreur à l'époque et ma mère avait déjà vécu de nombreux rendez-vous qui n'avaient mené à rien. Elle recherchait la note parfaite et n'aurait accepté rien de moins. C'était finalement mon père qui avait obtenu 100% et ils s'étaient mariés 3 mois après. Elle ne voulait pas que les choses se fassent à cette vitesse pour moi. Elle voulait que ça se fasse beaucoup plus rapidement. Il était essentiel pour elle que je rencontre l'homme de ma vie le plus tôt possible afin que je ne sois pas distraite par d'autres personnes. Elle ne voulait pas que je manque un seul moment de ma vie avec lui. Selon elle, avoir vécu les 7 premières années de ma vie sans lui était déjà insensé. « Je suis ravie que tu sois là, Louison, me dit le médecin tandis que je détournais le regard. Comme tu le sais, nous avons récemment prouvé que chaque personne est génétiquement programmée pour avoir la meilleure combinaison possible avec une seule personne sur Terre. Cela signifie qu'en ce monde, un homme est né pour n'aimer personne d'autre que toi. Nous allons comparer vos gènes pour que vous puissiez vous rencontrer et faire de beaux bébés, comme tes parents l'ont fait. Je savais déjà comment on faisait des bébés. Juju m'avait tout expliqué. Après le mariage, la maman commençait à manger beaucoup de cornichons trempés dans le beurre de pinot. Ça la faisait grossir et un jour, un bébé lui déchirait le ventre et sortait par son nombril. Plus besoin de se rendre à des rendez-vous inutiles et de faire des tests avec le partenaire potentiel que tu as rencontré. Nous avons déjà une grande banque de données d'ADN de personnes qui viennent de partout dans le monde. Lorsque l'on connaîtra ta signature génétique, nous pourrons trouver l'homme qu'il te faut. J'avais déjà lu dans un cours d'histoire qu'auparavant, les gens payaient pour des tests d'ADN afin de connaître leur origine, mais c'était une arnaque. Tu avais comme résultat des origines totalement différentes selon l'entreprise à qui tu t'adressais. Ce n'était qu'une façon de démarrer l'industrie de l'amour qu'ils avaient en tête depuis un moment déjà. Un article avait appelé ceci « Le plus beau projet secret de tout l'univers enfin dévoilé ». Je n'aimais pas les secrets. Quand les gens se murmuraient des secrets à la maternelle, je le dénonçais à Madame Manon. J'avais toujours l'impression que ceux qui chuchotaient parlaient contre moi. J'avais souvent raison. « Est-ce que ça fonctionne tout le temps? » demanda maman. « Il est possible que son âme sœur ne soit pas encore référencé dans notre banque de données. Dans ce cas, il suffira d'attendre qu'il fasse le test également. Mais ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement rare. Nous avons des milliards d'échantillons de jeunes hommes de partout. Son âme sœur est parmi eux. » Papa se tourna vers moi pour la première fois depuis qu'on était dans ce bureau. « Est-ce que tu es sûre d'être prête, ma puce? » C'était là une puce, mais en même temps, je n'étais pas belle. Il ne pouvait pas m'appeler ma belle. « Oui, je suis prête. » Ce n'était pas moi qui avais dit ça. C'était encore ma maman qui avait dit ça à ma place. Le docteur de l'amour nous sourit à pleines dents. C'était censé nous rendre heureux, les gens qui sourient, mais cela ne me fit pas cet effet. Il me demanda de cracher dans un tube et cela me fit penser aux adultes qui s'embrassaient à gorge déployée pour se goûter entre eux. C'était peut-être comme ça qu'on testait notre compatibilité avant. Le docteur glissa un morceau de papier vers mes parents alors que j'en remplissais le tube à ras-bord. Pourquoi c'était toujours les adultes qui signaient les trucs qui me concernaient? Maintenant, monsieur et madame Morin-Bouchard-Thibault, nous allons parler de l'investissement dans le futur de votre fille. Nous offrons différents abonnements mensuels qui peuvent répondre à vos besoins, en plus d'une période d'essai gratuite d'1 semaine.
Mes parents m'avaient toujours dit de faire attention avec les périodes d'essai gratuits sur ma tablette électronique. Ils promettaient une semaine gratuite, mais la facture suivante était souvent chargée 2 semaines à l'avance et coûtait 49,99 $ par semaine. En tout cas, c'était l'excuse qu'ils m'avaient donnée pour que je ne m'abonne pas à l'encyclopédie des dinosaures. Malgré tout, papa signa le contrat sans poser de questions. J'espérais qu'il savait comment profiter de la politique d'annulation. Cette fois, mes parents prirent la peine de m'attacher sur le siège arrière de la voiture en revenant à la maison. C'était comme si j'étais plus importante à présent que j'avais un avenir. J'ai peur qu'on aille trop vite, commença mon père. Mais non, on allait à 30 km/h. Mais je pense qu'on a fait le bon choix. On ne peut pas essayer d'économiser de l'argent quand vient le temps de parler du futur de notre fille. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. Si seulement j'avais eu la chance de te rencontrer dès le jour où tu es né, il n'y aurait pas eu un seul moment de tristesse dans ma vie. Mon papa posa la main sur la cuisse de ma mère et elle ne réagit pas. Pauvre papa, elle faisait ça tout le temps. Rien ne devait la déranger quand elle conduisait. Même pas quand je me détachais et menaçais de sauter dans la fenêtre parce qu'elle ne voulait pas m'acheter de crème glacée. Je me moquais toujours des acteurs dans les films qui ne regardaient jamais la route lorsqu'ils parlaient à leurs passagers. Ma mère faisait tout le contraire. Elle regardait toujours droit devant elle, qu'elle conduise ou non. Mon père disait souvent que j'étais un peu comme elle. Ça fait tellement bizarre que je vais bientôt être beau-père. Et bientôt notre fille sera mariée, aura des enfants et je serai grand-père. J'avais 7 ans. Comment tu penses qu'elle devrait nommer son enfant? Ajouta mon papa. Rachel? Lily? Juliette? Et il y a déjà 3 Juliettes dans sa classe. La plupart des enfants dans ma classe portaient le nom d'un héros ou d'une héroïne de film d'amour. Edward, Mark, Christian, Tristan, Darcy ou Noah pour les garçons, Bella, Satine, Vivian, Bridget, Rose ou Bébé pour les filles. Et bien sûr, Roméo et Juliette. J'avais déjà lu ce livre à la bibliothèque et ce n'était certainement pas romantique de voir 2 adolescents se marier après 3 jours et se tuer au bout de 5 parce qu'ils avaient manqué de réseau et que le texto ne s'était jamais rendu. Quoique c'était rendu la norme de se marier à 16 ans maintenant que l'on trouvait notre homme sœur aussi rapidement. J'espère simplement qu'il sera assez bien pour ma fille. Il le sera. C'est le destin, répondit maman. Chapitre 3. Comme chaque nuit, maman me raconta une histoire de princesse avant que j'aille me coucher. Je connaissais déjà l'histoire de Cendrillon, qui n'avait pas un visage assez mémorable pour que son prince la reconnaisse. Belle, qui acceptait d'épouser la bête qu'il avait kidnappée. Ariel, qui pensait que son corps était plus important que sa voix. Et Aurore, ma préférée, qui ne faisait que dormir jusqu'à ce que sa vie ait finalement un sens. Maman trouvait toujours de nouvelles histoires à me raconter. Il était une fois une jeune fille qui vivait dans un château de porcelaine. Sa mère l'enfermait là parce qu'elle avait peur de perdre son enfant comme elle avait perdu son mari. L'enfant s'appelait Cristal car elle était aussi fragile que pure. Sa mère faisait tout pour s'assurer que personne ne la salisse ou la brise. La jeune fille passa des semaines, des mois et des années dans ce château en attendant que son âme sœur vienne la chercher. Elle était en sécurité, à l'abri de tout autre homme qui aurait pu voler son cœur. Un beau matin, l'amour de sa vie apparut. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Maman n'aimait pas trop perdre trop de temps avec les histoires. Elle préférait se dépêcher pour aller boire du vin. « Est-ce que ça veut dire que papa doit mourir? »« Quoi? » demanda ma maman qui n'avait visiblement pas compris l'histoire. « La plupart des filles dans ton histoire de princesse n'ont plus de papa. » Maman me rassura en me disant que mon père resterait en vie et que je serais encore plus chanceuse que les princesses avec un papa et un mari. Elle me dit « Bonne nuit, ma puce », parce que j'étais laide et m'embrassa sur le front avant de partir. Je n'aimais pas ses becs mouillés. Je ne voyais pas de quelle façon répandre sa bave sur quelqu'un pouvait être un geste d'amour. Peu après, j'entendis maman parler au téléphone. Je sortis de mon lit et entrouvris la porte. J'eus juste le temps de l'entendre dire « Bonne nuit, docteur, merci », avant qu'elle ne raccroche. Elle se mit à pleurer. Peut-être que mon âme sœur était vraiment laide. Peut-être qu'elle habitait au pôle Nord et qu'on allait devoir déménager là-bas. Mais bon, il ne servait à rien de m'inquiéter pour quelque chose que j'ignorais. C'était une règle que ma maman me répétait souvent, mais n'appliquait jamais. Le lendemain, on se leva aux aurores pour retourner voir le docteur de l'amour à la clinique. Moi, je n'aimais pas les gens qui m'empêchaient de dormir le matin. Surtout que je me rendis pour rien. Mes parents ne me laissèrent même pas entrer dans le bureau avec eux, m'abandonnèrent dans la salle d'attente pour que je n'aie rien d'autre à faire que lire des magazines avec des titres tels que « Elle a travaillé 10 ans avec son âme sœur sans savoir qu'il était l'amour de sa vie. 2 frères jumeaux sont les tendres moitiés de 2 sœurs jumelles. Un garçon de 4 ans assiste à la naissance de son âme sœur. Je n'avais pas envie de lire ça. Moi, je m'intéressais aux trucs sérieux, comme les dinosaures. C'était amusant de constater à quel point les adultes pensaient qu'une porte empêchait qu'on les écoute. J'entendis ma mère pleurer et je me dis que j'étais mourante. Et qu'il ne me restait que 2 jours à vivre. « Est-ce que ça veut dire qu'elle n'aura jamais d'âme sœur? » demanda maman. « Son âme sœur n'est simplement pas encore dans notre banque de données, » répondit une voix d'homme qui n'était pas celle de mon papa. « Il est possible qu'il habite dans un pays où les tests d'ADN ne sont pas encore disponibles ou qu'il ne soit pas encore né.
Ce qui est surprenant, en revanche, c'est le résultat de compatibilité avec tous les autres garçons. Que voulez-vous dire? On voit habituellement des gens qui ont différents pourcentages de compatibilité avec les autres sans être leur âme sœur pour autant. Ils peuvent avoir 10%, 50% ou même 99%. Mais pourquoi les gens prenaient une pause quand ils voulaient dire quelque chose d'important? Louison a une compatibilité de 0% avec tout le monde. Chapitre 4. Je n'en fus pas vraiment surprise. En fait, j'en fus rassurée. Un copain, ça semblait causer bien des problèmes. Ce n'était pas toujours beau, c'était poilu, ça puait. Un chien avait toutes ses qualités tout en étant plus facile d'entretien. Juju était une amie plus simple encore. Selon maman, c'était moi le problème. Elle aurait sans doute moins pleuré si elle avait appris que j'allais mourir dans 2 jours. Le docteur tenta de la rassurer. Ne vous inquiétez pas, tout le monde a une âme sœur. Maman avait toujours dit que je n'étais pas du monde. Il y a plusieurs autres tests que l'on peut faire en collaboration avec d'autres compagnies pour nous assurer qu'elle trouve la bonne personne. Cela étendra notre banque de données à près de 95% de la population de la planète. Maman adorait pleurer en public. J'espérais qu'elle en avait profité. Maintenant, monsieur et madame Morin-Bouchard-Thibault-Soucy, nous allons parler de l'investissement dans le futur de votre fille. Nous offrons différents abonnements mensuels qui peuvent répondre à vos besoins. Papa et maman restèrent silencieux dans la voiture en revenant à la maison. J'essayais de faire des blagues, mais ils ne les trouvaient pas amusantes. Moi au moins, je ris. En revenant à la maison, ils annoncèrent qu'il fallait couper sur les sorties et le voyage en Floride pour économiser. Je trouvais assez amusant le fait que c'était justement en sortant que les gens se rencontraient naturellement, quelques dizaines d'années auparavant. Ils savaient reconnaître leur âme sœur sans test de compatibilité parmi des milliers d'étrangers. Je ne compris pas comment j'allais faire pour rencontrer l'homme de ma vie sans sortir de chez moi. Cela me fit penser à l'histoire de Cristal. À l'heure du coucher, maman osa enfin me parler pour me raconter une histoire. Je vais te parler d'une histoire unique, à propos d'une petite fille très spéciale qui s'appelait Louison. Louison était la plus belle et la plus gentille petite fille de la ville. D'une petite ville, peut-être. Elle vivait avec sa mère et son père, les parents les plus aimants du monde. C'est pour ça que Louison n'avait besoin de personne d'autre pour l'aimer. Louison était un échec. Je ne voulais pas passer ma vie avec mes parents. Mes parents étaient obligés de m'aimer, donc ça ne valait rien. Dès le jour où j'étais sortie de leur bedon, ils avaient été obligés de s'occuper de moi. Ils ne m'avaient pas choisi, je leur avais été imposée. Même s'ils cessaient de m'aimer un jour, ils ne pourraient jamais le dire. Je ne voulais pas d'un amour semblable à une prison. Ma puce, le docteur de l'amour n'a pas encore trouvé ton âme sœur, ce qui fait de toi une personne très particulière. Il n'y a personne d'autre comme toi dans le monde, et ton futur mari sera très chanceux de pouvoir te trouver. Tu es comme un précieux trésor qu'on a enterré pour qu'il soit encore plus difficile à trouver. Plus ton prince t'attendra, plus il sera heureux de faire enfin ta connaissance. C'est pour cette raison que nous n'abandonnerons jamais. Je veux pas. J'en ai assez de passer des tests si c'est pour les couler à chaque fois. Visiblement, ce n'était pas la réponse que maman voulait entendre. C'est pour ça qu'elle parlait toujours à ma place. Elle pensait toujours savoir ce qui était mieux pour moi. Elle voulait déjà prendre des décisions qui auraient un impact sur moi, même quand je serais adulte. Moi, je n'avais pas besoin de copains. Je pouvais être aimée par des amis, je pouvais être aimée par des animaux, je pouvais être aimée par moi-même. Ma propre vie ne devait pas tourner autour d'une autre personne, mais autour de moi. J'ai déjà Juju, j'ai besoin de personne d'autre. Loulou, tu peux pas passer toute ta vie avec Juju, tu peux pas passer toute ta vie seule. J'en ai eu assez que ma mère rejette Juju, alors je me bordais moi-même et fis semblant de dormir sans même lui souhaiter bonne nuit. Il était temps qu'elle sache que je n'avais besoin ni d'elle ni de personne. Si une personne devait tomber amoureuse de moi, je ne voulais pas que ce soit par le destin, mais par un choix. Alors je décidai de m'aimer, moi. Chapitre 5. J'avais rencontré Juju à la plage à l'âge de 5 ans. Juju était ronde, brune et douce. Elle se distinguait du lot. Je la mis dans ma valise, lui intimai de ne pas faire de bruit et elle revint à la maison avec mes parents et moi. On ne s'était plus quitté depuis ce jour-là. Elle était faite forte, Juju. Il y avait des millions de milliards de roches sur la terre, mais j'avais eu la chance de trouver ma roche à moi. J'étais assise dans le carré de sable de la cour d'école avec Juju et on regardait les gens autour de nous. D'habitude, on aimait se moquer d'eux et de leurs manies étranges. Cependant, à présent que je savais que j'avais échoué les tests, il me sembla qu'il y avait soudainement davantage de couples autour de moi. Oh! Merci, songe. Ah, ok, c'est El Shooter qui m'a demandé. Ok, c'est merci, merci. Excusez. Bon, je vais prendre le temps de vous saluer en même temps. Donc. Dr. Love, ouais, pas des lumières séparant, en effet, The Old Gamer. Herménégilde, c'est un beau nom. Ouais,
Puis Nord qui dit bonjour, j'ai loupé la lecture du mien hier. Ah oui, je m'excuse, mais écoute, je vais le mettre en ligne bientôt. C'est au moins si tu vas sur mon compte Twitch, tu peux voir la lecture aussi, tu peux voir l'archive de la lecture, mais je vais aussi le mettre sur YouTube. Et bonjour à toi, Songe Illustration. Merci à eShooter pour le gift sub à Songe Illustration. Puis oui, j'ai le truc de Gartel Link, alors pour y faire lire son chat. Évidemment, t'as bien marché, Ace. C'est parce que je voulais pas trop me faire interrompre, mais bon, écoute, on va aller chercher des gâteries pour Link. Je reviens dans quelques minutes. La bibliothèque de l'autre bord, là, c'est pour qu'on le voit pas. Je m'excuse, Ace. Link veut pas descendre de son perchoir, alors je vais mettre les gâteries de côté. On va voir s'il va revenir plus tard. Donc, j'étais rendue ici, au chapitre 5. Donc, attends, je pense, il va-tu descendre? C'est bon, il s'en vient. On va lui donner on va lui donner ses minouches. Merci, Ace, pour les petites minouches. Et toi qui es en train de trouver un parking pour le dîner. T'as été gâté, toi? Bon, je t'ai rendu, ouais. J'étais assise dans le carré de sable de la cour d'école avec Juju et on regardait les gens autour de nous. D'habitude, on aimait se moquer d'eux et de leurs manies étranges. Cependant, à présent que je savais que j'avais échoué les tests, il me sembla qu'il y avait soudainement davantage de couples autour de moi. Les autres enfants se tenaient par la main, s'embrassaient sur la joue et se donnaient des câlins. Rose avait eu une compatibilité de 100% avec un garçon nommé Jacques et se vantait qu'ils étaient faits pour être ensemble à cause d'un bateau et d'un morceau de glace. Je ne compris pas ce qu'elle voulait dire. Tristan et Bridget étaient en train de planifier leur mariage qui aurait lieu quand ils auraient 16 ans, alors qu'ils en avaient 9. Jane se vantait d'avoir déjà essayé de faire des bébés avec Edward à 12 ans, alors que c'était impossible puisqu'il fallait être marié pour pouvoir faire des bébés. Toute leur vie tournait autour de l'amour alors qu'ils ne savaient même pas faire de multiplication. Moi, j'avais Juju. Je l'aimais bien, mais je ne pouvais pas tout faire avec elle. Juju me fit alors remarquer le fameux Kevin, le mauvais garçon de l'école. Il avait toujours les cheveux décoiffés, des shorts qui convenaient ou non à toutes les saisons et un chandail graphique extravagant. Il faisait un kiosque de bisous dans la cour de récré. C'était interdit de faire ça, j'en étais sûre. L'école rajoutait de nouveaux règlements au code de vie à chaque fois que Kevin faisait une nouvelle bêtise. On ne pouvait pas vendre de l'amour comme on vend de la limonade. Je mis Juju dans ma poche et je me dirigeais vers lui. Kevin, tu ne veux pas que ton premier baiser soit avec quelqu'un que tu aimes? Toutes les filles attendaient en ligne de pouvoir embrasser Kevin. Il cherchait 10 par bisou, ce qui équivalait à 40 gommes ballons. Je me dirigeais vers lui en dépassant la file pendant que les nunuches m'ordonnaient d'attendre mon tour. Les filles veulent pratiquer avant de rencontrer leur âme sœur. Elles veulent faire une première bonne impression. Tu voudrais certainement pas que ton amoureux te quitte parce que tu embrasses mal? Est-ce que ton âme sœur pense... qu'est-ce que ton âme sœur pense de ça, voulus-je savoir?
Ça me dérange pas, ma copine, tant que j'utilise la moitié de l'argent pour lui faire des cadeaux. Je veux la gâter. Justement pour toi, ce sera 20 pièces. Tu es un prostitué! J'avais lu au sujet des gens qui offraient de l'amour en échange d'argent. Ça brisait des couples d'hommes-sœurs. L'amour, ça devait être gratuit. Comme le disait ma maman, une femme devait s'offrir entièrement à son mari en prenant soin de la maison, des enfants et de leur couple, tandis qu'il travaillait pour nourrir la famille. Une femme ne devait pas d'être payée pour cela. Eh bien, elle aussi, elle est une prostituée si elle m'embrasse seulement quand je lui fais des cadeaux, il répliqua. Et toi, c'est qui ton âme-sœur? J'ai pas d'âme-sœur. Je suis une fille de 7 ans forte et indépendante qui n'a pas besoin de garçon. Tout le monde se mit à rire. Pourtant, ce n'était pas une plaisanterie. Pourquoi les gens ne riaient pas quand j'en faisais une, mais riaient quand j'étais sérieuse? J'avais entendu parler des gens qui faisaient des blagues avec un air sérieux et les gens trouvaient ça drôle. On appelait ça des pinces sans rire. Je me souvenais de ce mot parce que pincer, c'était comme agacer quelqu'un, et sans rire, ça voulait dire que l'on riait pas en le faisant. Est-ce que je peux avoir un bisou moi aussi? Je me surpris moi-même à dire ça. Si je n'avais pas d'âme-sœur, cela signifiait que je n'allais jamais avoir de baiser de la part de quelqu'un qui m'aimait. Je savais que je ne pourrais jamais être aimée, mais je pouvais avoir l'illusion de l'être. Maman m'avait souvent dit que l'on ne pouvait pas dire qu'on n'aimait pas quelque chose avant d'y avoir goûté. Je n'avais jamais aimé Kevin, mais je voulais en être certaine avant de le rejeter. Il m'en demanda pourquoi j'en voulais un. Je répondis que je voulais savoir ce que l'on ressent. Je donnai 10 $ en 25 cents à Kevin, l'équivalent de 40 gommes ballons. J'espérais qu'il goûte bon et qu'il en avait mâché beaucoup avec tout cet argent. Il s'approcha de moi pour m'embrasser. Je fermai les yeux, comme dans les films. Je m'apprêtais à lever une jambe, comme dans le film Le journal d'une princesse. J'allais enfin prouver à maman que je n'avais pas besoin d'âme-sœur pour avoir des bisous et ne pas me sentir seule. Se faire aimer, ce n'était pas si difficile que ça après tout. J'étais prête à vivre ma première fois. Ce premier baiser serait forcément particulier. On parlait de feux d'artifice et tout. Il aurait été préférable que je le fasse en soirée pour mieux les voir, mais de toute façon, je détestais le son des explosions. Ses lèvres ne touchèrent jamais les miennes. Les yeux fermés, devant tout le monde qui me regardait, je n'obtins jamais le premier baiser pour lequel j'avais payé. Kevin murmura à son oreille « Qui voudrait de la fille dont personne ne veut? » Je repoussai Kevin. Je voulais de moi, et j'avais le droit d'avoir des bisous moi aussi. Je m'apprêtais à lui donner un high five, dans la face, avec Juju. « Redonne-moi mon argent, sinon je te pète la gueule! » Avec ça, j'allais pouvoir m'acheter 40 gommes ballons à marcher et lui les coller dans les cheveux. Il allait devoir raser ses belles boucles frisées et plus personne n'allait vouloir de lui, même sa blonde. Je tendis la main afin qu'il me redonne mes 10 $ et il les laissa tomber à mes pieds comme il le ferait avec une sans-abri. Il essayait probablement de m'insulter, mais moi, j'étais tout de même contente. « J'ai pitié de toi. » Non, c'était moi qui aurais dû dire ça avant, pas lui. Que pouvais-je répondre à ça? Que c'était lui qui faisait pitié? Celui qui dit, c'est lui qui l'est? Miroir? Parle à ma main? Je vais le dire à Madame Manon.